Là, il va y avoir une intervention de Sali Khdaoui sur son livre qui a eu l'amabilité de partager maintenant. Donc, ça va prendre entre 10 et 15 minutes d'intervention. On va lui demander d'être gentil et de nous lire 1 à 2 poèmes en tamazight. Puis, on aurait un débat qui ne va pas dépasser 30 à 40 minutes sur le contenu du livre de Cheikh Khdaoui. Tout de suite après, on passe à nos artistes qui vivent en Europe. On commencera par Hafid Aït Belarbi, qui nous réserve une petite surprise. Juste après, ça va être Sehmou Gouran de Toulouse. Alors, Hafid, il est installé aussi à Toulouse. Et enfin, c'est un cours qui est installé pas loin de Lyon. Donc, la thématique, comme on l'a précisé, c'est chanson amazigh, quelle perspective pour la mondialisation, ما هي آفاق الأغنية الأمازيغية وكيفية الولوج إلى العالمية. Donc, on aurait un débat autour de cette thématique. Je commence, bon, il y a des personnes qui viennent d'arriver, je vais les accepter tout d'abord. Et je fais une petite présentation parce que Cheikh Khdaoui, pour le présenter, il a un palmarès. Allô? Alors, Cheikh Khdaoui a un palmarès très riche et je vais essayer de présenter l'essentiel. Donc, Cheikh Khdaoui, retraité de l'éducation nationale en tant qu'enseignant et inspecteur principal. C'est un chercheur en anthropologie culturelle, poète, peintre et chanteur. Il joue de l'autar. C'est un grand militant de la cause amazigh et des droits de l'homme. Donc, c'est un ancien membre du conseil d'administration et chercheur du centre d'anthropologie de l'IRCAM de Rabat. Il était parmi les démissionnaires de 2005. Il a contribué par il a contribué dans plusieurs activités scientifiques, littéraires, associatives. Il a publié plusieurs ouvrages se rapportant à la civilisation et à la culture amazigh. Alors, il y a en 1994 Isli et Tislit, entre légende et réalité, la poésie amazigh entre l'oralité et l'écriture, qu'on aurait l'occasion de partager معاه. La poésie amazigh entre l'oralité et l'écriture, deuxième édition. Mots de neige, de sable et d'océan. L'histoire de la résistance armée dans les atlas racontés par la poésie. Donc, des recueils de poésie en 2016 et 2017 dans les Cèdres, Itto, Temawait et plein d'autres choses. Il a participé dans plusieurs jurys. Il a été le jury de sélection des chansons au niveau de la RTM pour la chanson amazigh. Donc,
si j'ai à lire la biographie détaillée de Séali, on va y passer pratiquement un sa'a ou 3/4 d'heure. Je le laisse fignoler ce que je viens de dire brièvement et partager avec nous le livre qui nous réunit aujourd'hui. À vous la parole à Séali. Bon, je vais muer tout le monde et donner la parole à Séali. تفضل سالي سي خداوي. Alors سالي بلاتي vous êtes en mute. اوكي تفضل سالي تفضل. بلاتي راه alors soit vous l'activez soit je l'active. Allez-y. لا غير اكتيفي انت. يلا allez-y. حيت راه كيمشي بوحدو. Allez-y. تنميرتي عبد الرزاق ازول اي تنميرتي الدكان كلنا غادي يسيو الزمايان ثاني لاد ما كننسى. هاد ليس ناخ في ساود سي عبد الرزاق. La poésie amazigh entre l'oralité et l'écriture. Isfra imazighen ingir tutlayt ed tirra. امشينا السنم C'est Ali. Oui. Nous avons du monde en France, mais des gens qui ne parlent pas tamazirt. J'aurais préféré chez l'oral tout le monde peut comprendre. ماني تتريت فنا تريت أين نتريت عمي علي أين نتريت فرونسي لو français. Très bien. Très bien, parfait. Alors, ce livre, La poésie amazigh entre l'oralité et l'écriture, est le résultat d'une longue recherche qui elle-même est le résultat d'un grand amour pour la poésie en général et pour la poésie amazigh en particulier. En tant que chercheur dans le domaine, mais aussi en tant qu'activiste amazigh depuis des décennies, j'ai remarqué que la poésie amazigh vivait une situation qu'on pourrait qualifier d'entre-deux. Ça veut dire qu'elle a un pied dans la tradition poétique amazigh et elle a un autre pied dans l'écriture à partir des années 70. Dans le sillage du mouvement amazigh qui a, parce que ceux qui ont commencé à écrire comme Elias Eko, comme Mstawi, etc., c'était les militants de la première heure du mouvement amazigh. Donc, l'écriture posait un problème et continue encore de le poser aujourd'hui. C'est cette problématique que j'ai essayé d'aborder afin justement d'accompagner ce passage de l'oralité à l'écriture qui n'est pas du tout facile. Évidemment, ce livre, ça a été d'abord une intervention à l'Université du Québec, au Canada, en 2008. J'avais été invité au premier colloque international de la littérature autochtone. Il y avait là les représentants de toutes les autochtonies du monde. Et donc, j'ai présenté cette intervention et elle figure dans le livre des actes de ce colloque
qui s'appelle tout simplement Littérature autochtone, édité en 2010 au Canada, à Montréal. Donc, vous imaginez une intervention, c'est toujours limité dans le temps, etc. Quand je suis revenu au Maroc, donc j'ai développé encore plus cette intervention et elle a donné ce livre édité en France par Edilivre qui porte le nom de la poésie amazigh entre l'oralité et l'écriture. Vous savez que la poésie traditionnelle amazigh, à savoir Tifrin, Islan, Tamawait, Ihlil et d'autres types, avait des règles strictes. Elle était, je dirais, presque millimétrée à tous les niveaux. Par contre, la poésie écrite, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que la majorité des poètes écrivent de la poésie libre. Donc, une poésie qui n'est pas mise aux mêmes règles que la poésie traditionnelle émilienne. Nous avons aussi une poésie. Donc, nous avons une poésie écrite complètement libre, mais j'ai découvert qu'il y avait parmi les poètes écrivains des écrivains qu'on pourrait qualifier entre deux. Autrement dit, on peut trouver une poésie libre, mais aussi une poésie rythmée qui respecte les pieds, etc. Donc, la première question qui s'est posée est à peu près de même nature que la question qu'on se pose toujours en ce qui concerne la chanson amazigh, surtout au Moyen Atlas. Nous allons parler du Moyen Atlas que nous connaissons bien. Cette poésie-là est appelée à se moderniser et donc à connaître assurément des changements. Et la question qui se pose, c'est le changement en art, surtout, n'est pas du tout facile. Il y a des règles, par exemple, en ce qui concerne l'écriture, il y a des problèmes qui se posent à la transcription. D'autres problèmes se posent au niveau de la langue, au niveau de la langue de l'écrit, au niveau de la langue poétique, tout simplement. C'est à peu près ce genre de problème qui, et j'ajouterai aussi que ce livre, ce travail, était surtout destiné aux étudiants qui étaient appelés à effectuer leurs recherches dans le domaine, parce qu'il y a presque un vide sur ce plan-là, étant donné que la culture amazigh, la littérature amazigh étant essentiellement orale, les références universitaires sont très rares. Ou bien, elles sont, quand elles existent en général, elles sont en français. Et quand on connaît les dégâts causés par l'arabisation, nos étudiants n'ont pas accès à ces livres parce qu'il leur manque la langue. Évidemment, d'autres problèmes ont été abordés dans ce livre, à savoir, par exemple, comment la poésie amazigh orale raconte une histoire, l'histoire de la société amazigh, d'une telle manière
que devant l'absence d'une histoire écrite pour la région des Atlas, par exemple, l'histoire de la résistance n'est pas du tout écrite. On la trouve soit dans les archives françaises, soit dans l'oralité. L'intelligentsia, l'historiographie marocaine, arabisante n'a rien écrit là-dessus, exception faite de C. Mohamed Shafir. Donc voilà un peu, j'ai essayé de démontrer que cette poésie pouvait être considérée comme un document de référence au même titre qu'un document écrit pour aborder l'histoire d'une société où l'oralité domine et a dominé pendant des siècles. Voilà, alors si je m'étale un peu trop, il faut me rappeler à l'ordre. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Allez-y, vous avez encore 3 minutes. Très, très bien. Très, très bien. Donc, je disais, l'un des autres objectifs visés par cette recherche, c'est de démontrer que la poésie amazigh orale raconte l'histoire à sa manière, mais d'une façon précise, aussi bien précise que les documents écrits. Et j'ai d'ailleurs pris, par exemple, les poèmes qui parlent de la bataille d'El Hri en 1914. Et je les ai confrontés aux documents écrits par les Français eux-mêmes. Eh bien, ils concordent sur le fond, sur l'atrocité de la bataille. Évidemment, dans l'oralité, on ne trouve pas des précisions, par exemple, à quelle heure, par exemple, etc. Mais on peut, si on lit très bien la poésie, on peut en déduire le temps à peu près. Exemple, le poète, parlant de la bataille de l'Hri, a dit ceci: أنا مري وغريب محجوبة ولاتي حيحيت ديدا من الميمونة نحمادي نغليتيس. محجوبة تحيحيت ميمونة نحماد sont les femmes de Mouha Hamou. Les deux premières, Jouba et Tehehit, ont été capturées et ramenées à Khnifra dans un premier temps, dans le premier temps de la bataille. Mimouna Ahmad a été tuée dans son lit. Quand on sait que la femme amazigh est la première à se réveiller et donc à se lever, et quand on sait que dans la culture amazigh, une femme n'a le droit de rester au lit après un certain de bon matin que si elle est malade ou que si elle a accouché. Autrement, on l'appellerait tafarrust. Et c'est une grande insulte que n'importe quelle femme qui se respecte n'accepterait pas. Donc, on peut déduire de ces poèmes-là, de ce poème-là, que les Français ont attaqué alors que le campement de Mouha Hamou dormait encore. C'est ce que confirment d'ailleurs les documents français. D'autres poèmes encore qui parlent, par exemple, de la deuxième phase, parce qu'il y a eu deux phases. La première phase, les Français ont surpris le camp de Mouha Hamou, ils ont ramené tout le troupeau, les richesses et même les femmes. Mais dans un deuxième temps, parce que Mouha Hamou a pu, grâce à sa femme, sa première femme Mito, il a pu se sauver et passer entre les lignes des Français. Il arrive à Drssal, du côté d'Aqlal, et il donne l'alerte par le feu, par la fumée, etc. Et dans un deuxième temps, alors que les Français se replient,
les tribus avoisinantes accourent et arrivent, et c'est le massacre. Et sur ce massacre, le poète a dit Kerdayush nilhri, hayashti allamin yayash ntuzai, غرديوين بو يرغور تغبولا خوت تايا بخاد تشخسام لا لي غزديسان ام لا لي غزديسان سي لي ليجيونير qu'on appelait chez nous la lijou. On voit bien que cette poésie-là met devant nous des images vraiment photographiques et avec une telle précision qu'on a l'impression de regarder un film. Voilà un petit peu la valeur, la poésie amazigh, c'est le type littéraire le plus en vue chez les populations depuis tous les temps les plus reculés et jusqu'à aujourd'hui encore. Très bien. C'est Khdaoui. On avait prévu une lecture, un ou deux passages de votre livre. On vous laisse le choix. Je lirai juste un petit. Allez-y. Allez-y. Un petit passage. Alors, le petit passage, parce que dans ce livre-là, je n'ai pas mis ma poésie. J'ai pris des pans de la poésie amazigh, soit de la poésie de grands poètes connus comme Bouhzan Moussa, comme Hassan Hinash, comme Mohamed Jana, comme Taouirat ou Issa, soit des poètes inconnus et dont l'œuvre est devenue héritage commun. Voilà un petit peu alors ma poésie, je l'ai mise dans les trois autres livres, dans Ito, Tamawait et donc soit je vous lis quelques poèmes du livre que vous avez sous les yeux et qui ne sont pas de moi, soit je peux vous lire un petit poème de moi. Si on vous laisse le choix, mais on préfère quelque chose de vous. Oh, très bien. Alors, voici un petit. يسولو موت لي مزيغ لا يتزلا يسولو موت لي مزيغ لا يتزلا لا يرزو ماني لا تنضل سنتهيا اني يتوارا ونزروي يسول لا يتزلا يا موادو يرزمي وزار فغنوال نخفنت إناياش ماني غردان ويلي زرينين إيمو ياسي مزورة ويلي يتاسين العلام ودات ويلي إنال الطنوقاسي مجران ويلي إنال المتريوس خدميين ديال اليان ماني غردان إمو ياسادي مزورة. Merci. بالمناسبة إمو ياس je voudrais vous demander justement une bref. C'est difficile ou là le poème quand il est traduit il perd de sa valeur, mais on vous demanderait quand même de nous donner une idée globale de ce qui vient d'être dit. باش ما تفسرناش غير لو مو عطينا لو سونس كله. Très bien. يسولو موت لي مزيغ لا يتزلا. Le problème, c'est que, par exemple, comment traduire un mot? C'est, je dirais tout simplement l'injustice. Bon, je dirais donc
l'injustice qui frappe Imazir erre encore à la recherche d'une tombe, à la recherche de la tombe de Thiya, la reine Amazir des Aurès, où est écrit, ou sur laquelle est écrit, sur laquelle est écrite l'histoire des Amazirs. L'injustice court toujours comme le vent, cheveux au vent et yeux hagards. Elle recherche où sont passés les léopards d'antan. Les léopards, Emouyas, c'est les léopards. Et voilà, c'est un peu, le poème essaie un petit peu de résumer la situation historique où se trouve Imazirn, eux, le peuple autochtone d'Afrique du Nord, aujourd'hui en train de demander, de mendier leurs droits sur la terre de leurs ancêtres. Voilà un peu le résumé du poème. Merci beaucoup, Ustad Kheddaoui. C'est votre poème, il donne la chair de poule. Donc, je demanderai, ou là, j'ouvrirai un peu le débat aux questions. Là, je donne la parole aux personnes qui veulent poser des questions, sachant pertinemment que nous avons une deuxième partie de notre soirée qu'on a le privilège de partager avec Cheikh Kheddaoui d'accord, c'est le Ghazi, Cheikh Kheddaoui ou l'Ikhwan Nkour, Hammou et Hafid. Donc, je donnerai la parole à Sil Ghazi. Tfadla, Sil Ghazi. Ghazi de Meknes. Bonsoir tout le monde et Eid Moubarak Saïd. Shukran. Merci Dali, ton exposé il est pertinent. Comme il a dit Serge Abdelrazak, ça donne la chair de poule. Bon, je ne vais pas être long. Je vais parler un petit peu de comment promouvoir la chanson amazigh. Ça, je pense, c'est le sujet de ce soir. Et je dirais que la chanson amazigh, d'une manière générale, vit dans les mêmes conditions que Tamazight, langue et culture. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces conditions sont déplorables. Alors, pour la promouvoir, je pense qu'elle a besoin d'un profil artiste militant. Artiste, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui connaît son travail, qui connaît bien son travail et qui le fait dans les règles de l'art. Il maîtrise Hamoul Yazid, il maîtrise Mohaou Mouzoun, il maîtrise Mohaou Moudden, Haddoucha, Bouzkiri, Ouazal Arbi, etc. C'est quelqu'un qui est capable de percevoir l'âme et l'âme de la chanson amazigh et ses principales bases. Pourquoi? Pour les préserver d'une part et pour innover d'une autre part, parce que nous avons besoin de quelqu'un qui est capable d'innover, mais innover tout en gardant l'âme et les structures de base. Alors ça, c'est pour l'artiste. Pour le militant, c'est quelqu'un qui est conscient déjà de la cause pour laquelle il milite. C'est quelqu'un qui est soucieux de son devenir. Et c'est aussi quelqu'un qui ose repousser et transgresser les limites d'abord qui sont dans l'esprit, les limites psychologiques, et puis aussi les limites sociales qui entravent tout épanouissement de la chanson amazigh. Donc,
la conjugaison de ces deux compétences pourrait, je pense, apporter un élan à la chanson amazigh au Moyen Atlas. Et merci beaucoup. Merci, Sirazi. Je tiens à préciser une chose. Il y a deux parties. Il y a une partie réservée à la chanson et une partie réservée à la poésie. Donc, je demanderai à Cheikh Dawi de répondre sur la partie poésie et je demanderai à Sil Ghazi de revenir à la charge quand il s'agit de la chanson pour pouvoir faire la part des choses. Donc, je donne la parole. نخليك نجمعوا واحد 3-4 questions à Sali. Oui, oui. Vous répondez une seule fois. Donc, je donnerai la parole à Si Jamal de Merirt. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? On vous entend. Ouais. Ouais. Mbrouk Awasharkoum. Moi, je vais parler de la poésie amazigh en relation avec la chanson amazigh. Quand on prend la chanson amazigh, surtout celle de l'Atlas, en la comparant avec celle du Rif et du Souss, il n'y a pas une unité du sujet. Si on prend par exemple la chanson du Souss ou bien du Rif, il y a un seul sujet. Mais dans la chanson amazigh de l'Atlas, il n'y a pas un seul sujet. Est-ce que cela ne va pas entraver la mondialisation de la chanson amazigh? Surtout, comme vous le savez, la chanson de Idir Bavainova, il atteint la mondialisation grâce à son sujet. À son sujet qui est unique. Est-ce que cela va entraver la mondialisation de la chanson? Et merci. Très bien. Merci, c'est Jamal. Je récidive et je dis la partie chanson, ça va être la deuxième partie. C'est l'Amri. Donc, allez-y. Merci, Sir Abdelrazak. Mbrouk Awashar, Mbrouk Eid. Merci. C'est pour la première. C'est Ustad l'Amri. غادي نتصر عليك شويه. On arrête مبروك العيد عافاك. لا بغيت نقول غير لا بروميير فوا كنتفقوا اون فاكتور مبروك العيد لتو الموند دونك اون لو با il faut qu'on gagne du temps. تفضل. Bien, alors je passe directement le sujet. Je disais que la poésie, il faut distinguer entre la poésie et la chanson. Et il faut aussi voir est-ce que la chanson profite de la poésie, parce que la poésie amazigh, moi par exemple, qui parle les trois langues, Tafrancis, l'Arabia et Amazigh, et dans l'ordre de compétences, je parle Amazigh mieux que toutes les autres. Quand je lis un poème Taïfert de Amazigh, le niveau où est arrivée la poésie amazigh, c'est un peu le mu'allaqat dial maqbel l'islam, c'est un peu la poésie dial La Fontaine et Oshabou, c'est d'un niveau très 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 haut. Et Taïfert, des gens qu'a cité l'Akh Sidi Ali Khdaoui, c'est d'un niveau très très avancé. Comparé à la chanson, il y a une très très grande différence. Donc, il faut distinguer les deux choses. On parle de la poésie. La poésie, les gens sont allés très très loin. Seulement, il n'est pas encore écrite, il est oral, donc il faut quand même un petit effort dans ce sens. Ceci dit, j'ai quand même des questions, des questions que j'avais jamais osé lui poser. Je كنشوفه في القنيطرة ولا في خنيفرة كنحشم دابا شديتك في الفيرتوال. Tu as été nommé parmi les 40 يعني اللي تشرفوا يكونوا membres de l'IRCAM. C'est une chose très très quand même d'un certain niveau. C'est d'Oustoria Kbira. Il y a un certain moment, tu as jeté l'éponge, toi et des Ikhwan Diaouna. Si ça ne te gêne pas de nous dire qu'est-ce qu'il y avait derrière cette démission, est-ce que l'IRCAM joue vraiment un rôle qui va dans l'intérêt de Tamazirt? Ça m'étonnerait parce que si c'était le cas, tu n'aurais pas démissionné, je te connais. Deuxième point, est-ce que Tefinar, moi qui suis Amazir, depuis que l'apparition de Tefinar, je me retrouve ignare en Tamazirt parce que Tefinar
pour moi et pour mes enfants et pour les gens que je connais, c'est un frein pour l'apprentissage de la langue. Déjà, c'est très difficile de retenir Tifinagh, surtout à partir d'un certain âge, surtout si on n'a pas été à l'école pour apprendre Tifinagh. Est-ce que Tifinagh n'est pas un truc qui freine un peu la diffusion de la langue amazigh dans la société? Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme question. Et pour ne pas dire les Sirdawi اللي كنعرف لمدة 20 عام أو أكثر, il a donné beaucoup de choses à la langue et à la culture tamazight. Et je te dis bravo et bonne continuation. Et c'est bon. Baraka alayk. Merci beaucoup, Ustad Lamri. Et c'est grâce à vous qu'on a pu avoir l'Ustad Kheddaoui parmi nous. Et je te remercie pour ça. Je donne la parole à Salah, puis Sibou Saud. Merci, Saad Rzak. Tu m'entends bien? Oui, avec toujours le bruit de ton micro. Ah, ok, je commence à vieillir, hein. Je sonne de partout. Très bien. Mais ce que je voulais dire, en fait, ma question, elle est, je vais dire à 80% ce que vient de dire c'est Hassan Lamri en parlant de Tifinagh. Ça, c'est un. Je voulais justement savoir pourquoi Tifinagh, parce que ça nous porte préjudice à tous les Imazirs. On est ramené pour les personnes de certain âge de réapprendre le berbère écrit, ce qui est difficile. Il y a ça. Et ensuite, je me dis, si ce n'est pas Tifinagh, si c'est une autre langue, est-ce que pour garder la fidélité justement de ce qui est écrit en berbère, pour passer vers une autre langue, est-ce qu'il ne faut pas commencer par créer une grammaire, la grammaire de la langue de destination finalement? Si c'est en phonème latin, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher déjà la grammaire berbère de manière à faciliter, si vous voulez, la mesure syllabique dont vous parliez tout à l'heure quand vous parliez de mesure. Voilà, merci. Merci pour la disponibilité de ces... À vous la parole, Cédric. Salam alaikum. Salam. Salih Kheddaoui, merci beaucoup. عيد سيد ريسايا هذا الشيء جنبي تغراد. انا ميرت نشاود سيد ريس رافي تروفوار. Moi aussi, je me souviens qu'en 1999, tu m'avais donné ton manuscrit de Ito. Waouh. Absolument magnifique. Bon, je vais te poser une question parce que, évidemment, je suis très ému non seulement de t'entendre, mais de te voir et surtout de t'entendre parler de choses qui nous parlent à tous au plus profond de notre âme. Donc là, j'ai donc bien noté que tu disais que la poésie orale avait des règles strictes et qu'à l'inverse, la poésie écrite était plus libre. Et j'ai noté aussi que la poésie orale était précise. Alors, tu nous as donné des exemples et tu as dit une chose qui est un fait, qui est quand tu as quelque chose comme l'exemple de ce que tu nous as dit sur les femmes de Mohamed qui ont, etc. La précision nous donne une image photographique de ce qui se passe, avec un aspect temporel, c'est précis. Mais en même temps, pour rester dans la métaphore de la photographie, c'est comme si tu avais une photo. Et donc, tu n'as pas l'aspect temporel de la vidéo, du déroulement, en quelque sorte. C'est-à-dire, il faudrait que tu trouves une photo et une autre et assembler les photos pour en quelque sorte reconstituer un film en noir et blanc de l'histoire à partir de ces, tu vois, donc cette expression ponctuelle sur une chose, mais après tu ne vas pas trouver la suite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, j'aimerais bien t'entendre commenter là-dessus, s'il te plaît, pour savoir comment est-ce que on peut, à partir de la poésie orale, donc qui nous a été léguée, reconstituer l'histoire. Merci beaucoup encore. Merci. C'est un plaisir. Bien, pour passer la deuxième liste, l'Ifi Hassi Ankour et d'autres,
Je vous laisse répondre à la première tranche de questions. Très bien. Waouh. Alors, d'abord, pour répondre à C. Hassan, une chanson, c'est un poème chanté. Et dans la poésie amazigh, toute la poésie amazigh est une poésie à chanter. Que ce soit Tifrine, elles sont chantées. Bien sûr, avec des règles Tifrine. Ihlil, Tinmar, ce sont Tinmar, d'abord c'est le pluriel de Tenmirs. Alors certains, j'ouvre une parenthèse en ce qui concerne ce mot. Il y a 5 ou 6 ans, je me trouvais dans un mariage à Taglif chez les Aïtfmen. Et au moment où on mettait le henné, le rite du henné pour la mariée, il y avait assises tête contre tête 4 femmes qui chantaient Tinmer. C'était la première fois que j'entendais ce mot. Et quand j'ai dit c'est quoi Tinmer, et ils m'ont dit écoute et tu vas comprendre. Donc quand j'ai écouté, d'abord ça donne la chair de poule. Et Tinmer, j'ai compris sur le moment que c'était des louanges à Dieu. Mais de conseil à la mariée. Je vous donne un exemple. C'est la mère qui parle à la fille. قرب الميكرو السعلي. Que conseille la mère à sa fille mariée? Elle lui conseille d'apprendre jusqu'à la mort. Al-Moud, c'est l'apprentissage. Al-Moud, l'apprentissage. Asl-Mad, l'enseignant. Al-Mad, l'élève. La mère conseille à sa fille de ne jamais cesser d'apprendre jusqu'à la mort. C'est ça, l'une des valeurs de la culture amazigh. Il lui donne aussi des conseils de respecter ses beaux-parents, d'être courageuse, etc., etc. C'est ça, Tilmer. Et ce mot m'est resté pendant des années, pendant à peu près 3 ans. Et puis un beau jour, il n'a cessé de travailler. Et puis un beau jour, je me suis dit, merde. Mais c'est le pluriel de Tenmirt. Tout simplement. Ouais. Allez, je vais pouvoir enlever l'image. En poésie. Mais en fait, il n'y a pas de chanson qui ne soit pas un poème. Que ce soit de la poésie traditionnelle ou de la poésie libre. La deuxième question de C. Hassan, je ne sais pas si je dois y répondre parce qu'elle a un caractère politique. Et si vous insistez, j'y répondrai volontiers. Vous n'êtes pas obligé à aller. OK. Mais je dirais juste un mot. De 2001 à 2005, nous nous sommes donnés corps et âme à un projet initié par le roi à Ajdir, par son fameux discours d'Ajdir, et qui ouvrait de grands horizons
pour l'intégration, disons la réintégration de la mazirité dans les institutions de l'État, dans l'espace public, etc., dans l'école. Donc, nous nous sommes donnés corps et âme de 2001 à 2005 et nous avons fait un travail de militant au sein de l'IRCAM, surtout les 2 premières années avec C. Mohamed Chafi. De 2001 à 2005, nous avons, je dis bien, le conseil d'administration a pris des décisions extrêmement importantes pour la promotion, justement, de la mazirité. Mais le gros de ces décisions est resté lettre morte, n'a pas été mis en pratique. Voilà un peu là. Donc, nous sommes avec les camarades avec lesquels j'ai missionné, nous avons mis une année pour prendre cette décision parce que nous sommes arrivés devant une impasse et certains même commençaient à nous dire « Safi, maintenant vous êtes à l'IRCAM, vous n'êtes plus dans les associations, arrêtez ce discours. » Voilà un peu donc la raison profonde de notre démission, c'est le constat qu'il n'y avait pas une réelle volonté politique pour appliquer les décisions du roi de la part du gouvernement. Et nous avons voulu faire, je dirais, provoquer un tsunami politique afin que ça arrive au roi parce qu'on était sûr que l'entourage du roi était contre Amazir, exception faite d'une ou deux personnes. Donc, c'était notre manière à nous de dire au roi, voilà, vos décisions n'ont pas été appliquées. Voilà un petit peu, je m'arrête là, et je passe au problème de Tifina. Ce problème est aussi un problème très complexe. Et en tant qu'enseignant et inspecteur de l'enseignement pendant une dizaine d'années, et en tant que chercheur dans le domaine, je dirais que la décision d'adopter Tifina comme alphabet d'écriture de transcription de la langue amazigh, cette décision s'est basée sur deux volets. Un volet politique, un volet technique. Avant l'adoption de Tifina, le conseil d'administration avait demandé à une commission de linguistes, de sociolinguistes, d'experts, de préparer 3 dossiers. Un dossier sur Tifina, un dossier sur l'alphabet latin et un dossier sur l'alphabet araméen qu'on appelle communément arabe. C'est un alphabet araméen. Il n'y a pas d'alphabet arabe. Donc, ces dossiers techniques-là montraient que la transcription de la langue amazigh, que ce soit avec l'alphabet araméen ou avec l'alphabet latin, posait des problèmes de transcription divers. Alors que Tifina, étant donné sa nature, ne posait aucun problème. On transcrit tel qu'on prononce. Ça d'une part. Quant au volet politique, rappelez-vous que nous sommes en 2003. Il y a un petit souci de flux. Vous voulez Je vais essayer d'enlever l'image, le flux dial qui est mzien. C'est bon. D'accord. Allez-y. Donc, je disais que
les mouvances, les courants arabo-islamistes ont traditionnellement anti-amazirité, étaient montés au créneau et voulaient imposer l'alphabet araméen pour la transcription de la tamazigh. Ça d'une part. D'autre part, ils ont sorti les fameux slogans élaborés dès 1930 avec le Daïr berbère, et ils commençaient à dire, voilà, les Berbères se montrent leur vrai visage, ce sont les néo-français, voilà, ils vont prendre l'alphabet latin qui est l'alphabet de la France, du français de la France, et patati et patata. Et ils ont même menacé de passer à des actes graves. Voilà. OK. Nous nous sommes dit, d'abord, il faudrait que je signale que dans le mouvement Amazigh, il y avait Nkin, moi, c'est Mohamed Shafiq, c'est Elia Zeiko, Brahim Makhiyat, Safi Moumen Ali, il y avait un courant qui défendait Tifina. Pourquoi? Et je continue à la défendre. Pourquoi? Premièrement, ces caractères remontent à plus de 5000 ans. Nous avons les preuves archéologiques avec les stèles, avec les gravures rupestres, avec les écritures trouvées dans les tombes, etc. Donc, c'est un alphabet purement amazigh. C'est Tifinagh, ça ne veut pas dire Tifinikh, ça veut dire Tifinagh, ça veut dire notre trouvaille. Donc, cet alphabet présente un aspect symbolique de taille auquel beaucoup ne font pas attention. Imaginez qu'on écrive la langue amazigh avec l'alphabet araméen. Celui qui lève la tête, qui voit l'alphabet, il dit « Oh, l'arabiya, c'est de l'arabe ». La même chose pour le latin, le caractère latin. Donc, partant du fait que Tifinagh permet de transcrire telle que prononcer la langue amazigh, bon, partant du fait que si on prenait l'araméen, on se trouvait devant les feux des défenseurs du latin. Si on prenait le latin, on se trouvait devant le feu des défenseurs de l'araméen. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi délaisser un patrimoine qui constitue une grande symbolique identitaire pour Imazigh et nous mettre dans l'engrenage de ce débat démagogique entre les uns et les autres. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est nous nous sommes dit que oui, d'accord, il y a beaucoup d'écrits en latin depuis Ma'amré, depuis Fay, etc., surtout en Algérie, mais aussi au Maroc, mais avec le Tifinagh, nous gagnons un grand symbole identitaire. C'était ça l'objectif d'abord, parce que nous sommes dit, lorsque les choses seront mûres, vraiment, si il est prouvé que Tifinagh est réellement incapable de remplir sa mission, on pourrait passer au latin sans problème. Mais on ne pourrait pas faire l'inverse. Donc, j'ajouterai que, en tant qu'enseignant, sur le plan pédagogique et didactique, et entre parenthèses, Siboudhan, que tout le monde connaît, un grand militant amazigh, honnête et inébranlable, et qui était pour le caractère latin, il a changé d'avis quelques années plus tard, lorsque nous nous sommes aperçus à travers des expériences menées, que les enfants, quand on leur présentait les 3 caractères,
et qu'on leur demandait de choisir, ils choisissaient le caractère Tifinagh à plus de 80%. Ça d'une part. D'autre part, ceux qui disent Tifinagh, on ne va pas apprendre Tifinagh maintenant à notre âge, il faut qu'ils sachent que l'enseignement de la langue amazigh est destiné aux enfants et non pas aux adultes. L'adulte qui est motivé, qui veut apprendre Tifinagh, il peut le faire en une journée. Moi, je l'ai fait. Il peut écrire couramment en Tifinagh s'il est vraiment motivé après une semaine. Donc, Tifinagh se trouve partout dans la mémoire collective des Maghrébins, des Nord-Africains. Tifinagh, qui sont des caractères géométriques, se retrouvent dans les tapis, dans les tatouages, dans le cercle d'Alloun, dans le cercle de l'air d'abattage, An-Narar. Tifinagh, même chez les darijophones, il n'y a pas de maison où l'on ne trouve pas des dessins géométriques, soit dans les vieux tapis, soit etc. Donc, Tifinagh fait partie de la mémoire des Nord-Africains, c'est leur alphabet, et je terminerai sur ceci. Le Tamazight, c'est un tout. On l'apprend en totalité ou on la laisse. En Libye, les Libyens, parce qu'ils ont la volonté politique, eh bien, ils ont promu l'enseignement de Tifinagh partout. Ils ont sorti des livres, ils ont amené chez eux des enseignants marocains qui ont encadré et formé des enseignants. Et l'enseignement est parti maintenant. Notre problème au Maroc n'est pas un problème de graphie, ni un problème de langue, c'est un problème de volonté politique et de moyens. Jusqu'ici, Tamazight a fait son entrée dans les écoles depuis 2003, mais il y a eu une régression. Il n'y a pas de programme spécifique à la langue amazigh. Il n'y a pas de direction spécifique à la langue amazigh au niveau du ministère de l'enseignement. Il n'y a pas de formation de cadre suffisant. Il n'y a même pas de budget. Donc, l'enseignement de la langue amazigh jusqu'à maintenant, c'est du bricolage. Et c'est laissé à la volonté d'un chacun. Les directeurs qui ne veulent pas l'enseigner, ben, ils la suppriment et enseignent l'arabe ou le français ou quelque chose d'autre à la place. Donc, ce n'est pas un problème de graphie, à mon avis. En tout cas, c'est ma position depuis toujours, je la défends, parce que je suis extrêmement sensible aux symboles. C'est Ali, si vous pouvez répondre, le Cédris, pour passer. Ah oui, merci. Rapidement. Ah oui. Mon ami Cédris. Oui, Cédris, ça y est. Cédris a posé une grande problématique qui est celle de l'histoire, parce que qui ne connaît pas son histoire est amené à en répéter les erreurs. Et notre problème à nous, Nord-Africains, aujourd'hui, c'est justement un problème d'histoire. Notre histoire a été écrite du dehors. Elle a été écrite par les envahisseurs en général. Et bien sûr, chaque envahisseur arrange l'histoire, écrit l'histoire qui arrange ses intérêts. Je répondrai à Cédris par le titre d'un livre écrit par François Régnier et qui s'intitule « Taougirat ou les Berbères racontés par eux-mêmes ». Taougirat, par la même occasion, Taougirat, c'est une poétesse aveugle, disait Itzman,
Et quand Aïtman d'Arbala ont déposé les armes, elle les a attaqués avec la poésie et elle les a obligés à reprendre les armes. François Régnier dit que Aïtman n'avait pas peur des balles, mais ils avaient peur des mots de Taouir. Et cette poétesse, cette grande poétesse a dit, quand les Aïtman ont déposé les armes, Taougatou da, غردي زاد الطو تيوتمين ميجا الحالة دا سيني لافن إما زيغن واخا كودينا ميورلين Akour, Touda, appelle Isa et To. C'est aux femmes qu'incombe de lever les drapeaux. Les hommes amazirs, même s'ils sont nombreux, c'est comme s'ils n'existaient pas. J'ai fait une traduction un petit peu. Donc, la poésie amazir, justement, recèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, recèle l'histoire des Mazirs. Je vous lis un petit fragment d'un poème de Bouhzan Moussa qui justement résume une partie de l'histoire du Moyen Atlas. Bouhzan Moussa, grand poète des Isaïas, الناس هذاك عاود خلو رعقير خاين نصر في المغرب اللي يتورو اللي جدت تقاتا رصاص انزار خفونا وريجين ما سكوني دي الترارا غاس كرمايا العهد التنين باليوسفان غدا ورمي ايايت الزنزام هاك سمير عافي توفات يماس المراد يرومين ايايت الحبس ايايت سوامتي سنتا ايايت الدوز ما كون يزيو معرض هاتي نسور خدا كنت تفكر خاينك كي خداتها دراوني يندي يمشي خدور إذا سداتو يتون ويلي جاهدنا داخرينا جبيرنا يتنو دار إذا سداتو يتون ويلي غدا سندي جانج مزيتي وينا يورت لي الناس موردات تقاري خراطها مشاور تتاويو ناي خاينك قال مصيف etc., etc., etc. Et il continue jusqu'à dire مشان ذات قالوا قتامي تغدر ذات ترقى مشات كتابات مشا يا الحريه يا متضيف تغمسونا وراسي وشينا تيجي ومصداو شو فايده قالوا قتي داو فوسنا تيل من ذات مسترجيه وسمو لا ليبرتي يا الحريه يا متضيف لا ليبرتي ressemble à un tapis. Oui, la liberté ressemble à un tapis qui couvre celui qui n'a pas payé. Regarde, la main qui l'a tissé tremble de froid. On passe Simassine. تيمن سيوين ماس علي خداوي ماس كوران ديمتو كان كلن bonsoir à tout le monde. Moi je dois parler de la dimension recherche sur la poésie amazigh. Plusieurs recherches étaient élaborées de la plupart, que ce soit les amazirisants occidentaux, à titre d'exemple Arsène Roux, Honoré Basset, René Basset, Paulette Galland-Pernet et autres, que ce soit les amazirisants post-coloniales, surtout de la part de l'ELANCO, à savoir Salm Shakir, M. Bounfour, Jawad, Tassadit Yassine et autres. Ces recherches leurs recherches sont assez nombreuses et ces chercheurs sont des chercheurs de terrain par excellence, mais leurs recherches sont, à mon avis, des gratte-papier sans âme. J'explique, la plupart des chercheurs sont étranges de l'univers
amazigh. Alors, est-ce que vous avez une question à Simassine? oui. Allez-y. Je dois poser la question à M. Ali Khdaoui sur l'énigme de l'improvisation. Est-ce que c'est un don divin ou bien est-elle une formule calculée inconsciemment comme le déclare M. Hassan Jawad, ou que les poètes fixent les règles chacun à sa façon? Est-ce qu'on peut stimuler une théorie du rythme vis-à-vis la diversité des genres poétiques? Merci. Merci Simassine. C'est Ali, je vous demanderai de répondre brièvement pour passer la deuxième phase. Merci à vous, professeur Khdaoui. C'est Ali, vous êtes là. Tout d'abord, je voudrais dire à Seah Nkour que je suis un fan de lui, de ses chansons, depuis la chanson Abnad Mghassa Tizil Tizil Denit, et qui remonte, je ne sais pas à quelle année. Et je suis vraiment étonné de découvrir un autre encore vraiment, comment dirais-je, agressif dans le sens, d'abord, il n'a pas lu mon livre pour en parler. Deuxièmement, il ne me connaît pas. Troisièmement, il n'a pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit. Et quatrièmement, et là je le lui dis, j'espère qu'il m'écoute, Seah Nkour, je suis poète en langue amazigh, en langue française et en langue, même en langue arabe, mais je n'écris pas beaucoup en langue arabe. Et je vous mets au défi face à face. Bon. Quand je parle de la poésie traditionnelle et de la poésie écrite, j'ai tout à l'heure cité deux noms. Les premiers, disons, les premiers promoteurs, c'est Feu Ali Azeko et Mohamed Mstawi. Je renvoie Ali Azeko. Et je ne sais pas, plutôt j'invite Seah Nkour à lire Izmouln de Ali Azeko. Je l'invite sincèrement à lire ce livre, qui s'appelle Izmouln, les blessures. Ou bien à lire l'un des livres, des recueils de poèmes de Mohamed Mstawi. Ou bien à lire le Kibir al-Ghazi. Il est là et il nous écoute. Ou bien à lire d'autres poésies écrites, libres. Je lui rappelle aussi que la poésie libre est née en France avec le nouveau roman, avec le fameux poète mort très jeune, comment il s'appelle? Bon, je vais m'en rappeler. La poésie libre, elle existe dans toutes les langues et elle a aussi ses règles. Quand on dit poésie libre, ça ne veut pas dire qu'on va faire du n'importe quoi. Et le temps, je n'ai pas le temps pour expliquer ce que c'est qu'une poésie libre parce qu'elle aussi a ses règles, elle a ses rythmes, elle a ses rythmiques, elle a ses sonorités internes, etc. Donc, quand on parle aussi de poésie écrite, ce n'est pas contre la poésie traditionnelle, pas du tout. C'est justement essayer de promouvoir
une poésie écrite parce que l'oralité a bien montré ses limites. Heureusement que nous avons aujourd'hui les moyens de communication modernes, l'Internet, avant les magnétophones, etc. Mais je suis un grand amoureux de l'oralité. Mais quand on regarde la situation dans laquelle se trouve Imazighen, c'est en partie à cause de l'oralité. Parce qu'ils n'ont pas écrit leur histoire, d'autres l'ont écrite à leur place. Et ils y ont mis tout ce qui arrange leurs propres intérêts. Bien sûr, si j'avais le temps pour expliquer les problèmes qui se posent dans ce passage de l'oralité à l'écriture, c'est un cours serait bien d'accord qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème, surtout avec ce que j'appellerais le tout marchand. Sauf avant, nous avions l'art, Imazighen vivait l'art pour l'art. Le poète, le chanteur ne chantait pas, le poète ne déclamait pas sa poésie pour avoir de l'argent. Depuis que le capitalisme est arrivé chez nous, depuis que le tout marchand a envahi la planète, même les poètes, même les poètes et les chanteurs sont soumis aux règles du marché et ils produisent à un rythme vraiment tellement rapide que le respect de la poétique, le respect de l'art, il passe à côté. C'est ça la problématique. Nous avons aujourd'hui, par exemple, au Moyen Atlas, une inflation de poètes, une dièse, et une inflation de chanteurs. Or, la poésie, aussi bien que la chanson, ou bien la peinture, ou bien, oui, d'accord, c'est un cours quand il parle de don, c'est vrai, n'est pas poète qui veut, n'est pas chanteur qui veut. Mais se contenter le don, il travaille 50% de l'œuvre. 50% restantes, c'est du travail, c'est de la recherche, c'est des études de la musique, ou bien de chacun dans son domaine, etc. Donc, au Moyen Atlas, malheureusement, notre poésie et notre chanson est restée. Quand j'ai parlé tout à l'heure du passage de la poésie, excusez-moi, je fais un retour en arrière, quand j'ai parlé du passage de la poésie traditionnelle à la poésie écrite, c'est plutôt, quelque part, le Sousse qui a initié ce passage. Nous, au Moyen Atlas, nous sommes encore restés traditionnels jusqu'à maintenant, aussi bien au niveau de la poésie traditionnelle, que de la chanson traditionnelle, le Kamanja, Drotar, Doued. Voilà un petit peu, alors que quand on regarde le Rif ou le Sousse ou la Kabylie, par exemple, on voit bien que si un Nidir est arrivé justement à conquérir le monde, parce que c'est d'abord parce qu'il a un niveau très élevé d'instruction, de culture, etc., mais parce qu'il a travaillé ses chansons, il a étudié, il a sué, il a passé des nuits blanches. Ce n'est pas comme chez nous, la chanson demeure encore, disons, irtijalia, donc elle est soumise à l'improvisation et il n'y a pas de travail. Et nous avons aussi un autre problème, c'est celui de l'individualisme. Les gens croient qu'ils peuvent être à la fois poète, chanteur et instrumentaliste. La deuxième question, c'est
Merci. La deuxième question, Massine. Oui, Massine a posé un problème justement abordé dans ce livre, La poésie amazigh entre l'oralité et l'écriture. C'est celui de la standardisation des pratiques écrites. Effectivement, nous avons une pléiade de poètes écrivains et chacun écrit à sa façon. Parce que justement, nous n'avons pas encore une langue standardisée. Bien sûr, il y a la langue standard de l'IRCAM, mais elle n'est pas encore arrivée chez tout le monde. Donc, dans la transcription de la langue amazigh sur le plan poétique, chacun transcrit. Il y a ceux qui écrivent avec le caractère. Je parle des poètes. Hein. Il y a ceux qui écrivent encore avec le caractère araméen. Il y a ceux qui utilisent le latin et il y a ceux qui utilisent tifinagh. Les trois pratiques existent, coexistent. Voilà. Mais on ne peut pas imposer à un poète d'écrire dans une langue qu'il ne veut pas. Il est libre. Donc, nous sommes un peu dans cette situation et le temps montrera, le temps imposera certainement une pratique au détriment de l'autre. Mais cela n'exclut pas la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, la langue amazigh est officielle depuis 2011 et il est du devoir de l'État de tout faire pour à la fois standardiser la langue amazigh et mettre ce qu'il faut comme moyen, justement, à la portée des chercheurs, que Siah Nkour n'aime pas, parce que je ne sais pas pourquoi, mais la recherche, que ce soit dans le domaine poétique, dans le domaine médical, dans le domaine militaire, dans le domaine nucléaire, aujourd'hui, elle a démontré qu'il n'y a pas un autre domaine digne d'être respecté, où l'on doit investir le tout, c'est la recherche. Bien sûr, il y a recherche et recherche, et tout dépend de ce qu'on cherche. Voilà. Merci, c'est Khdaoui. Je vais faire une entorse à la règle et je donnerai la parole à notre ami Abdelali du Canada pour te poser une dernière question. Merci. Okay. Merci tout le monde. Je m'excuse d'abord pour mon intervention tout à l'heure. C'est Abdelrazak et à tout le monde, je m'excuse. Merci Cheikh Khdaoui pour ton exposé, puis pour les éclairages que vous avez apportés. J'ai une question pour vous par rapport au tifinagh, l'usage du tifinagh. Donc, de ce que j'ai compris, vous avez défendu la thèse identitaire. Parce que le tifinagh, ça fait partie de l'identité du Tamazight, c'est tout ça. Je ne suis pas un Tamazight, je ne parle pas le Tamazight, malheureusement, qui fait partie de notre identité marocaine. Ma question pour vous, est-ce que l'adoption du tifinagh, est-ce qu'il a été sur la base de recherche? Ou bien tout simplement parce qu'il y avait certaines personnes qui voulaient le tifinagh, d'autres non. Donc, est-ce qu'il y avait des recherches? Est-ce que vous avez fondé votre décision sur des recherches en la matière qui favorisent l'apprentissage chez tout le monde, et non pas seulement les enfants du Tamazight? Merci. Oui, j'ai répondu à cette question au début, mais je le répète. On avait demandé, le conseil d'administration de l'IRCAM avait demandé à une commission de linguistes et de sociolinguistes d'établir un rapport sur l'utilisation de chaque alphabet. L'alphabet araméen dit arabe, l'alphabet latin est tifinagh. Et j'ai toujours le rapport et beaucoup d'autres langues, ce qui était au conseil d'administration. Donc, quand j'ai parlé techniquement, il s'avère que écrire Tamazight soit en caractère latin, soit en caractère arabe, araméen,
pose des problèmes de H muet, par exemple, de muet, de beaucoup de choses. Alors que Tifinagh ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que sa nature consonantique est conforme à la langue amazigh. On transcrit comme on prononce. Exactement. Et en plus, sur le plan pédagogique, c'est plus facile que le caractère araméen ou le caractère latin. Sa nature géométrique fait d'elle quelque chose d'abord de beau. C'est très beau, Tifinagh. Pour les enfants, c'est très important. Et c'est facile à écrire. Et j'ajouterai quand même une autre considération, à savoir qu'un alphabet, c'est juste un outil de transcription. Évidemment, l'identité, le symbole identitaire est omniprésent. Aujourd'hui, quand on se dit amazigh, qu'est-ce qu'on exhibe? Ou le drapeau amazigh ou Tifinagh. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, c'est extrêmement important, surtout à ce stade de notre combat pour l'identité. Parce que ne l'oublions pas, notre combat, c'est toujours pour l'identité. Mais une identité qui n'est pas meurtrière, une identité qui ne s'enferme pas, mais une identité qui respecte la géographie. Parce que l'identité, c'est la terre qui la donne, ce n'est personne. La terre nord-africaine est amazigh. Donc, et la toponymie, donc, cette terre ne parle que d'amazigh. Même si on a arabisé les toponymes, ça est. 1, 2. L'histoire, évidemment, la terre, la géographie, c'est un constant identitaire. Elle ne change pas. Ce qui change, c'est l'histoire. Or, cette identité qui est amazigh, bien sûr, il a reçu des apports extérieurs, phéniciens, romains, arabes, grecs et finalement européens. Tout ça, ça nous enrichit, mais à condition que nous reconnaissons que notre identité est une, elle est amazigh, et elle s'exprime avec les langues de l'acculturation, l'arabe, le français, l'espagnol et même l'anglais aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais que les apports cherchent à supplanter l'identité première, il y a là un problème. Quand on vous dit que le Maghreb arabe, qu'est-ce que ça cache? Ça cache le Maghreb amazigh. Très bien. C'est ça. Donc, nous sommes là aujourd'hui à une étape où nous devons d'abord gagner le combat identitaire et après, quand nous retrouverons notre souveraineté sur notre patrie, libre à nous, à ce moment-là, d'adopter l'alphabet le plus efficace. Merci, Khdaoui. L'explication est claire. Je vais me rattraper auprès d'Agouran parce qu'il a demandé la parole au Machtouche. سامحي يا سي حمو. تسمعني ياك؟ تكلم يا حمو. À toi la parole rapidement. Oui, bonjour tout le monde. Il n'y a pas de souci. Je tiens à remercier d'abord M. Abdelrazak pour cette réunion et aussi M. Khdaoui pour cette conférence. Moi, je voulais poser juste la question par rapport à une poétesse, mais moi, je voulais poser la question à vous qui parle de la poétesse Taougrat, mais je retire ma question parce qu'il a déjà parlé de la poétesse Taougrat. C'est pour ça que je... Merci, c'est Agouran. Merci beaucoup. Ustad Ali, je vous remercie beaucoup pour
la clarté de votre exposé, tout en respectant le chercheur, le poète et l'écrivain que vous êtes. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Je pense qu'il est temps de passer à la deuxième phase parce que معنا الإخوان en Europe qui ne peuvent pas veiller plus que ça, notamment les إخوان عنكور, عقوران ou les إخوان qui sont en Europe. Cédric aussi, je l'ai vu bailler. Sans oublier de signaler un truc qui m'a fait énormément plaisir. C'est que Cédric, là, j'étais en train de voir marcher l'Ustad Driss, l'arrière-plan de l'Ustad Driss, parce que j'ai vu cacher un Lotard derrière avec l'alphabet. Dans tous les cas, je te réserve une surprise. ما تمشيش